Merci de vous être rejoints à nous. La multiplicité d'initiatives qu'il y a ce soir a rendu un petit peu difficile l'organisation de ce rendez-vous. Néanmoins, il a lieu, et c'est important. Certains de nos intervenants vont nous rejoindre ou ne pourront pas nous rejoindre parce que des aléas de dernière minute risquent de nous priver de leur contribution. Néanmoins, notre table ronde est suffisamment constituée et complète pour que le débat puisse s'engager. Nous avons souhaité, dans le cadre de la motion, à gauche pour gagner, ouvrir ce débat et avoir ce débat économique qui est relayé à travers les images qui sont enregistrées, pour une raison toute simple, c'est qu'il nous semble que la question économique, c'est la question de ce congrès. La question qui nous est posée, c'est de savoir si la politique qui est menée depuis 3 ans est la bonne et si elle peut nous amener en 2017 dans une situation économique, sociale et accessoirement politique et électorale satisfaisante. C'est de ça dont nous voulons débattre. Si on regarde la manière dont les choses ont évolué au cours de ces dernières années, on peut naturellement, très légitimement, avoir des interrogations. Les difficultés ont été très nombreuses. Il a été difficile de surmonter les problèmes qui nous ont été laissés par nos prédécesseurs, et en particulier par le président de la République Sarkozy, nouveau républicain. Ces problèmes étaient majeurs, mais le problème, c'est que la situation ne s'est pas améliorée depuis, à la fois en raison de la pression de ce contexte, mais aussi de certaines orientations qui ont été prises et qui méritent le débat. Elles méritent d'autant plus le débat qu'elles n'ont pas été forcément comprises par nos concitoyens ni approuvées par ceux-ci. Et donc nous avons, j'allais dire, une responsabilité, un devoir politique et moral d'évoquer ces questions. Quand on regarde très vite, et vous pouvez vous reporter notamment aux travaux qui sont faits là-dessus par l'OFCE, l'impact de nos politiques budgétaires depuis 3 ans, ce qui nous pose problème, c'est que le constat qu'on peut dresser, c'est que de manière quasi systématique, les budgets qui ont été votés, je ne dis pas que nous avons voté, parce que nous ne les avons pas toujours approuvés tels quels, se sont traduits par un effet récessif, de l'ordre de 0,7, 0,8, voire parfois plus d'1 point de PIB en 2012, en 2013, un peu atténué en 2014, mais néanmoins encore en 2014. Quand j'ai l'occasion de dire ça avec Marie-Noëlle à mes collègues sénateurs, ils sont un peu dubitatifs, mais la réalité est là. Nous défendons l'idée d'une relance de l'activité, nous défendons l'idée d'un recul du chômage, nous défendons l'idée d'un soutien à l'industrie, et en même temps, nous sommes amenés à faire des choix. Je ne dis pas qu'il y a une volonté malveillante, mais nous sommes amenés à faire des choix qui jouent en sens inverse et qui ont joué ces dernières années en sens inverse. Alors la situation va évoluer peut-être de manière plus satisfaisante dans les prochaines semaines, ce sera un élément de la discussion, mais on voit bien, sous l'effet de la baisse à la fois du prix du pétrole et de la situation de l'euro, la désappréciation de l'euro, mais on voit aussi la faiblesse de ce processus, sa fragilité. Et donc un des éléments du débat, c'est de savoir comment et quelles sont les initiatives que l'on peut prendre pour faire en sorte que le début de reprise qui s'amorce et qui peut être remis en question par des mesures qui viendraient alourdir un peu les difficultés. Je fais allusion notamment à la pression qui est exercée sur la France pour qu'elle prenne des mesures nouvelles d'économie qui pourraient avoir un effet négatif sur l'activité qui redémarre. Comment rendre ce début de reprise à la fois plus solide, plus juste, c'est-à-dire bénéficiant plus largement à ceux qui sont confrontés à des difficultés majeures depuis ces dernières années, et plus durable. Voilà ce dont on va débattre, et c'est au tour de Marie-Noëlle que ce débat va s'engager, puisque c'est elle qui va... avec son autorité coutumière, mais l'autorité c'est un bon mot, hein, moi je n'ai rien contre ce mot autorité, va animer cette discussion. Merci beaucoup. Bon, d'abord, vous remercier nos économistes qui participent à la table, sachant qu'on n'a pas de nouvelles pour l'instant d'Henri Sterdignac, qui, quand on lui envoie un SMS, nous envoie « je ne peux pas répondre », donc on ne sait pas s'il est dans le métro ou s'il est ailleurs. Et puis ça, le mot avec Xavier Tamou qui m'a répondu exactement la même chose. Voilà. Donc on est un peu dans l'incertitude sur leur arrivée. Évidemment, s'ils arrivaient, on serait très heureux. Et en tout cas, on était très heureux qu'ils acceptent de participer à la table ronde, ne serait-ce que déjà en principe. Je voudrais aussi saluer les parlementaires qui sont parmi nous, puisque nous avons nos collègues sénateurs de l'Hérault et du Gers et notre collègue député du Tarn. Manifestement, le Sud-Ouest est en force. Et par ailleurs, notre collègue de la Saône-et-Loire. Donc, merci aux parlementaires qui sont là. Je le dis... Ah ben pardon, excuse-moi. Voilà, du Morbihan.
Moi, j'ai l'habitude des sénateurs, là, tu sais, je suis vachement fixée, excuse-moi. Et donc, nos collègues députés, c'est important pour nous parce que dans le combat où nous sommes aujourd'hui, dans la réflexion collective où nous sommes, nous avons besoin à la fois qu'il y ait des experts, des militants et des parlementaires parce qu'ils sont aussi aux premières lignes pour un certain nombre de choix et de l'argumentaire pour se convaincre mutuellement. Donc, comme l'a très bien expliqué Gaëtan, nous avons pensé qu'il était utile de partir de l'état de la situation et d'avoir quand même comme horizon, bien sûr, l'avenir du pays, mais l'échéance de 2017. Et ce n'est pas neutre de poser la question ainsi, parce que ça ne pose pas simplement la question des grandes politiques qu'il faudrait mener, mais aussi de la manière dont les citoyens peuvent ressentir les conséquences de ces politiques et comment ça pèse politiquement dans les arbitrages et dans les votes qui vont avoir lieu, car évidemment, c'est un enjeu en démocratie qui est essentiel. Donc, première question, et on va peut-être demander à Daniel Vasseur de commencer. On souhaitait interroger Xavier Timbaud là-dessus. Il a dit qu'il essaierait, il vient de me passer un texto disant qu'il essaie d'arriver Voilà. Avant 20h30. Voilà, donc, et comme moi je pars à 20h15, on fera le flambeau. Et donc, l'idée, c'était de partir. Quelle analyse a-t-on de la situation actuelle ? On nous parle de frémissement, ampleur de ce frémissement, durabilité de ce frémissement, qu'est-ce qu'il implique comme évolution à court et à moyen terme. 2, est-ce qu'il est suffisant pour atteindre des questions centrales qui est reculer le chômage pour convaincre nos concitoyens qu'une perspective de sortie de crise est devant nous. Deuxième sujet sur le frémissement actuel, a-t-on des marges de manœuvre et spécifiques à la France? Et peut-être qu'on demandera plutôt à Guillaume ensuite de nous parler de tout le volet, la France, l'Europe, l'Allemagne, notre position par rapport à tout cela. On demandera à notre collègue Sophie Tasquet, qui est syndicaliste à Force ouvrière, qu'on remercie 1000 fois d'être parmi nous, de nous donner le regard des syndicats, des organisations syndicales sur les enjeux de la période, sur le terrain économique, évidemment en lien avec le terrain social. Et puis ensuite, on demandera à Bernard Perret de peut-être porter plus un regard sur chaque fois qu'il y a une crise, il ne s'agit pas de revenir à la case départ, elle a aussi posé la question de l'avenir de notre modèle de développement, que toutes les mutations, les changements, le volontarisme nouveau pour induire un nouveau mode de développement, et c'est évidemment, notamment sur la question écologique et sur la question du développement durable, on peut dire, le terme est un peu galvaudé maintenant. Mais enfin, transition. Voilà, des économies de transition et de transition énergétique en particulier, écologique plus largement. Donc, je pose la question à Daniel Vasseur, qui est à la Cour des comptes, qui par ailleurs est un militant du Parti socialiste et qui a beaucoup travaillé avec nous depuis plusieurs années, de demander à Daniel quelle analyse il fait de l'état de la situation et peut-être des marges de manœuvre qu'il estime qu'on pourrait se dégager à court terme aujourd'hui en France. Merci Marie-Noëlle, bonsoir. Je vais surtout m'exprimer sur la situation présente et la conjoncture actuelle, tout en ne prétendant pas remplacer nos amis de l'OFCE qui ne sont pas encore arrivés. Néanmoins, 2-3 mots de mise en perspective historique un petit peu plus large. Donc, en 2014, c'était la 3e année consécutive que le taux de croissance était de 0,4%. Voilà. Après la reprise avortée de 2010-2011, voilà où nous en étions. Notre pays n'avait pas connu une période de stagnation aussi longue. Et si on prend pour référence 2008, c'est-à-dire le déclenchement de la crise, on a à peine dépassé le niveau du PIB de l'époque. Comme la population a continué à augmenter, ça veut dire que le pays s'est appauvri par tête, c'est-à-dire par ménage, par individu, et cet appauvrissement est directement ressenti par chacun. Je vais en passer donc à la conjoncture récente, mais il faut quand même avoir ça présent à l'esprit, parce qu'en réalité, il faut quand même bien le dire, depuis les années 30, la France n'avait jamais connu une période de difficulté aussi économique, aussi longue, et on sait bien qu'une situation économique aussi grave se transforme en tension sociale et puis politique. C'est un peu les processus qu'on a connus dans les années 30, à la suite notamment d'un certain nombre d'erreurs de politique économique qu'on a strictement reproduites à l'identique dans la période actuelle. Mais j'en viens
au début de cette année 2015, puisqu'il y a, comme le disait très bien Marie-Noëlle, un frémissement. Alors, il est plus annoncé que véritablement ressenti encore en France. Je le dis au passage, on n'a pas encore de statistiques de production, de revenus réellement réorientés à la hausse. Mais je crois qu'on peut faire crédit de la réalité de cette reprise relative. Ce qu'il faudrait dire, parce que je vais avant tout m'attacher à mettre ça en perspective et en relation avec la politique menée, c'est que ça ne doit pas grand-chose à la politique actuelle et qu'en réalité, cette politique freine une reprise qui pourrait, qui devrait être beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est. Alors donc, cette reprise qui s'esquisse s'explique principalement, comme le disait Gaëtan, par une accumulation de facteurs qui ne doivent strictement rien à la politique gouvernementale. Ce sont une série d'effets d'aubaine dont on peut se réjouir. La baisse des prix du pétrole divisée par 2 en 6 mois. Alors ça représente à peu près un gain de 20 milliards d'euros d'économie en importation pour l'économie, pour la France, soit à peu près la moitié pour les ménages, tant mieux. C'est une espèce de relance quasi keynésienne, mais qui vient de l'extérieur. 10 milliards d'euros, c'est quand même assez substantiel. Et d'après l'OFCE, qui n'est pas là pour me confirmer ou m'affirmer, ça représente en soi une accélération de la croissance de 0,5 points. C'est quand même très fort. La dépréciation du cours de l'euro, grâce à la politique monétaire notamment, évidemment, fera gagner en compétitivité notre économie. Cette baisse représente à peu près 20%, puisque l'euro est passé de 1,4 à 1,1 $. Et d'après l'OFCE, ça représente, là aussi, à peu près 0,3 points de PIB en 2015 et 0,4 en 2016. Alors, le recul des taux d'intérêt, grâce à la politique monétaire, mais indépendamment de la baisse du cours de l'euro, constitue évidemment une impulsion supplémentaire pour notre économie. Et on peut même chiffrer cela à 0,1 point, c'est beaucoup moins. Par ailleurs, et là je tiens quand même à y insister, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, là je viens d'évoquer un certain nombre de facteurs que vous avez tous en tête, en y mettant peut-être quelques chiffres en plus pour être précis, et arriver à ma conclusion temporaire, vous allez bientôt le voir, c'est que partout ailleurs, dans l'essentiel, dans la plupart des pays européens, la politique d'ajustement budgétaire a pris fin. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, en particulier dans les pays du Sud. Alors c'est vrai qu'il s'était infligé une cure d'austérité d'une rare violence, au Royaume-Uni aussi, mais c'est à peu près terminé depuis 2014. Moi, je me réfère aux travaux et aux chiffres même de la Commission européenne. Le déficit structurel, c'est-à-dire indépendamment de la conjoncture, donc en vérité l'orientation de la politique budgétaire pour savoir si la politique est expansive ou restrictive, comme le disait Gaëtan, on regarde cet indicateur-là, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il diminue, ce déficit structurel, il est stabilisé en 2014 et ce serait également le cas en 2015 à l'échelle de l'Union, sauf en France, qui poursuit des efforts un peu à contretemps, en particulier en Allemagne. La politique d'austérité budgétaire et salariale a assez largement pris fin, en partie grâce à nos collègues du SPD, qui ont obtenu l'instauration d'un salaire minimum et une revalorisation des retraites pour les femmes qui ont eu des enfants avant 1992, et le droit pour tous ceux qui ont cotisé 45 ans de partir en retraite à l'âge de 63 ans. C'est quand même pas négligeable, ça me paraît un petit peu le minimum, mais c'est un changement d'orientation budgétaire significatif pour l'Allemagne. Alors donc vous voyez, on passe d'une croissance de 0,4% en 2014 à 1%, voire un peu plus, parce que 1% c'est la thèse et la prévision officielle du gouvernement, mais maintenant la nouvelle stratégie, c'est d'être pessimiste. C'est comme pour les élections, on fait des prévisions pessimistes et comme on fait un petit peu mieux, on peut crier victoire. C'est une nouvelle stratégie de communication et c'est comme ça que de victoire en victoire, on finira peut-être un jour dans le désastre, mais on fait un petit peu mieux que prévu. Et 1%, ça paraît sous-estimé. Effectivement, la reprise qui prend forme pourrait être quand même de l'ordre de 1,2 à 1,5%. Mais si vous faites le point des différents chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, à savoir les effets de ces différents facteurs extérieurs sur la croissance, vous voyez qu'en réalité, il n'y a rien de plus que la somme de ce que j'ai dit. C'est la politique économique, la politique de compétitivité, avec la fameuse application du théorème de Schmitt, les
profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et l'emploi d'après-demain, un théorème qui a été 10 000 fois démenti depuis qu'il a été énoncé par Schmitt dans les années 70. Tout cela n'explique absolument pas le mieux qu'on peut objectivement constater, et il faut d'ailleurs s'en réjouir pour notre pays, je le dis au passage. Non, la reprise n'est donc pas du tout due à cette politique économique, au contraire, celle-ci continue à être un frein, je dirais même une menace. Alors, j'en veux pour preuve quand même un autre indicateur. Les économistes qui aiment bien tripatouiller les chiffres dans tous les sens aiment beaucoup parler de croissance, donc de variation par rapport à l'année d'avant. Ils aiment beaucoup aussi faire des comparaisons, c'est-à-dire, effectivement, ça va un peu mieux en France, mais ça accélère, la conjoncture s'améliore beaucoup moins qu'ailleurs, en fait. Et on se trouve maintenant confronté à une situation assez nouvelle que la France n'avait pas connue depuis 2008. Évidemment, elle a connu de graves difficultés, mais finalement un peu moins graves que la moyenne européenne. Maintenant, nous faisons réellement moins bien que la moyenne européenne. Donc déjà en 2014, je vous l'ai dit, on a fait 0,4% de croissance. Pour la zone euro, ça a été 0,8%. Et pour l'Union européenne, 1,3%. Il n'y a que l'Italie qui fait moins bien que nous, parce que c'est vraiment l'homme malade de l'Europe. Il faut dire que c'est un pays qui s'impose des cures de rigueur depuis 15 ans. La France, c'est seulement depuis 7 à 8 ans. Et donc, malgré une certaine accélération, on va bientôt voir fleurir des articles qui relativisent les succès français et qui mettent en exergue le fait que cette performance, en termes relatifs, est tout à fait modérée et plutôt en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Ce qu'il y a, c'est que cet écart risque de s'accentuer dans les années à venir, puisque la Commission européenne, comme pour 2014, anticipe une stagnation du déficit structurel à l'échelle de l'Union, alors qu'elle espère bien que la France va continuer à faire des efforts très importants. Donc cet écart, ce désajustement est tout à fait prévisible et il pourrait se prolonger au moins jusqu'à 2017. Comme nous le dénonçons pour certains d'entre nous, mais nous sommes heureux d'être plus nombreux maintenant, depuis 3 ans, le gouvernement s'entête dans des politiques de l'offre et de redressement budgétaire qui sont menées complètement à contre-temps et qui s'additionnent. C'est un petit peu ça le problème. On veut à la fois réduire les déficits et en même temps dégager des marges de manœuvre pour améliorer les profits et les marges des entreprises. Et tout ça, évidemment, est payé par les mêmes, à savoir les ménages, alors qu'aussi bien le déficit budgétaire que la baisse du taux de marge constatée objectivement depuis 2008 sont dues principalement, les chefs d'entreprise le disent eux-mêmes, à une insuffisance de la demande. Il ne s'agit pas de nier que la compétitivité, ça ne compte pas, qu'il faudrait que les marges soient les plus faibles possibles, naturellement, nous ne sommes pas fous, mais il faut connaître l'enchaînement des causes et l'ordre des priorités. C'est ça qui a été complètement perdu de vue et qu'il faut continuer à dénoncer parce qu'on s'entête et on persiste aujourd'hui dans les mêmes erreurs. Comme le disait Gaëtan, cette politique budgétaire et économique au sens large nous a coûté à peu près 1 point de croissance depuis 2011, jusqu'en 2011. En 2010-2011, on avait une reprise à peu près normale, à un rythme supérieur à 2%, ce qui est tout à fait logique après une récession. Et c'est ce qu'on a connu après 1975, après 1992 et après 2001. Il y a du terrain perdu qu'on peut regagner, donc on peut faire même plus que ce qu'on peut faire d'habitude, à savoir ce qu'on appelle la croissance potentielle. Et là, c'est pas avec une prévision de 1 à 1,5% par an qu'on va vraiment rattraper tout le retard perdu. Bon, je ne vais peut-être pas vous assommer de chiffres, donc pour vous dire qu'effectivement, sur les 2 années 2014 et 2015, donc si on fait le solde, les prélèvements obligatoires sur les entreprises ont été allégés de 18 milliards d'euros, alors que sur les ménages, ils ont été alourdis de 19 milliards d'euros. Et si on repart de 2011, les prélèvements sur les ménages ont été alourdis de 70 milliards d'euros. C'est quand même une belle facture. Donc de lourdes incertitudes pèsent sur la pérennité de cette reprise. Alors déjà, son dynamisme est obéré par tous les facteurs que je viens d'énumérer, mais en plus on peut se poser des questions, parce que c'est-à-dire au-delà de l'effet immédiat que va procurer la baisse des prix du pétrole, mais ils ne vont pas continuer à baisser, au-delà de l'effet immédiat de la baisse de l'euro, mais on ne pense pas qu'il va tellement continuer à baisser aussi, on peut se demander si on va vraiment enclencher un cercle vertueux fondé sur la reprise de la consommation qui entraîne l'investissement et l'embauche, donc l'augmentation des revenus qui lui-même nourrit
la croissance de la consommation, c'est comme ça que ça doit se passer dans une situation de sous-emploi comme aujourd'hui. C'est pas une recette économique, encore une fois, nous sommes tout à fait réalistes, c'est pas une recette économique qu'il faut appliquer toujours et partout, la relance, mais il se trouve que c'est ce qui est adapté à la situation actuelle. Par ailleurs, il y a quand même quelques menaces. Les pays émergents, certains d'entre eux sont en difficulté, comme la Russie et le Brésil. Il y a une déconnexion également encore inquiétante entre les marchés boursiers et l'économie réelle, puisque les marchés boursiers se mettent à flamber. On se demande si ce n'est pas un petit peu exagéré, s'il n'y a pas à nouveau des bulles spéculatives qui pourraient exploser et créer de nouveaux soubresauts. Donc au-delà des facteurs externes favorables que je viens d'énumérer, on est quand même, qui pourrait parfois se transformer en facteurs défavorables, on peut se demander s'il y a là le socle d'une reprise auto-entretenue dans laquelle on peut avoir confiance. Surtout, et j'en terminerai par là, dans le meilleur des cas, cette reprise est vraiment très insuffisante pour réduire le chômage et réparer tous les dégâts qu'on a constatés depuis le début de la crise et même, je dirais, depuis le début du quinquennat. Parce que quand même, prenons un peu de recul, nous avons un candidat à l'élection présidentielle qui a déclaré vouloir être jugé sur l'emploi au terme de son mandat. Très bien. Mais on peut supposer que quand on prend cet engagement-là, on ne promet pas simplement d'inverser la courbe du chômage, c'est-à-dire de stabiliser ou de commencer à faire reculer le chômage. Normalement, l'objectif, c'est d'avoir un nombre de chômeurs à la fin qui est inférieur à ce qu'il est au début. Je crois que c'est politiquement à peu près comme ça que la plupart des gens ont compris cet engagement. Or, il se trouve que, je peux déjà vous le dire tout de suite, le nombre de chômeurs a augmenté de 570 000 depuis 2012. Donc, dans le meilleur des cas, on pourra faire reculer, mais on ne reviendra pas même au niveau qu'on avait atteint à l'époque. Et d'ailleurs, il faut être réaliste, c'est-à-dire non pas demander l'impossible, comme on disait en 68, mais amorcer un reflux substantiel et massif du chômage, un courant qui donne vraiment confiance, qui donne un élan. Et pour ça, il ne faut pas simplement stabiliser le niveau ou inverser la courbe, il faut engager un mouvement de repli massif, qui n'est jamais que la contrepartie de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir le fait qu'on a été très largement en dessous de la croissance potentielle depuis 2008. Donc maintenant, on doit faire nettement plus, c'est-à-dire remettre la France au travail. La France n'est pas victime de l'assistanat. Il y a beaucoup de gens qui voudraient travailler, avoir des revenus et consommer. On est dans une situation keynésienne, ça peut paraître archaïque, mais c'est bien le nom qu'on peut lui donner à cette situation. Et donc, ne refaisons pas la même erreur que dans les années 30. Il faut vraiment complètement inverser le cours des choses et ne pas se contenter d'une campagne présidentielle en 2017 qui consisterait à dire « Moi, j'ai peut-être augmenté le nombre de chômeurs de 500 000, mais toi, Nicolas Sarkozy, tu l'as augmenté de 800 000. Je crois que notre pays mérite mieux. » Et pour cela, je conclurai de 2 mots pour tracer quand même des perspectives plus positives et mettre ce propos qui était avant tout tourné vers le diagnostic dans la direction des propositions. Il faut évidemment un vrai programme de relance qu'il faut totalement assumer, y compris de relance de la consommation, de l'investissement public naturellement, car notre pays a besoin de se moderniser, mais également de la consommation. Donc là, pour répondre juste à un argument, tout ça ne va pas s'évaporer en importation, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quelle est la part des importations dans la consommation des ménages aujourd'hui? Eh bien, c'est seulement 15%. C'est un chiffre de l'OFCE. Xavier le confirmera peut-être quand il sera là. Dans une économie tertiarisée, ça n'a rien d'étonnant. Fort heureusement, une grande partie de notre production, de notre consommation, se tourne prioritairement par la force des choses vers la production intérieure. Et l'autre pan sur lequel nous voulons vraiment insister, c'est la réforme fiscale. Il est faux de dire qu'on ne peut pas faire davantage de redistribution dans ce pays. En rapprochant l'IR de la CSG, déjà en rendant la CSG progressive, on peut rendre du pouvoir d'achat, non pas par l'assistanat comme certains veulent le fustiger à l'avance, mais en diminuant les impôts très importants que payent au premier euro, y compris les smicards. On peut rendre beaucoup de pouvoir d'achat et ça irait également dans le sens de la relance que nous appelons de nos voeux. Très bien, Daniel. Bon, le diagnostic est assez dur sur l'état de la situation. Alors maintenant, peut-être, Guillaume, par rapport à la situation européenne, comment tu vois les évolutions, les initiatives françaises, nos choix intérieurs par rapport à ce qui se passe en Europe? Bonjour, et d'abord merci à Marie-Noël et à Gaëtan Gors
de m'avoir invité, d'avoir invité Alternative économique à participer à vos travaux. Bon, c'est vrai que tous ces derniers mois, on a été assez proches dans l'analyse de la situation économique et je suis très en accord avec ce que vient de dire Daniel sur l'analyse des choses. Pour autant, moi, je ne suis pas membre du PS et on n'est pas du tout engagé dans cette bataille. Si Jean-Christophe Corbadélis nous invitait à un débat ou Karine Berger, on viendrait aussi très volontiers. Mais simplement... mais simplement au-delà de ça, donc effectivement, l'Europe va moins mal et la France aussi un peu moins que ces dernières années, mais c'est vrai que ça me rappelle un peu cette histoire, qui n'est pas vraiment une histoire drôle d'ailleurs, qui est plutôt une histoire tragique, mais c'est l'histoire du gars qui passe à côté d'un fou qui se tape sur la tête avec un marteau et qui lui dit « mais ça va pas la tête, pourquoi tu fais ça, ça fait très mal, etc. » Et le fou lui répond « oui, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête ?» C'est un peu ça l'histoire de la reprise européenne, en tout cas dans les pays les plus en crise, au sens large. Simplement pour compléter ce qu'a pu dire Daniel déjà sur le diagnostic, ce qu'il faut bien mesurer, ce qu'on ne mesure pas souvent très bien en France. Bon, c'est grâce à Sarko, il faut le dire, alors c'est normal qu'à gauche on ne le dise pas trop fort, mais en fait la France a quand même pas trop mal résisté à la crise par rapport aux autres, et de ce fait-là, la France a sauvé l'euro. C'est parce que la demande intérieure française a tenu dans la crise que l'euro existe encore. Alors c'est vrai que les Allemands aussi ont tenu, mais tout seul, ça n'aurait pas fait l'affaire si l'économie française avait été sur la même pente que l'économie italienne, espagnole, portugaise, etc. L'économie française a tenu le choc parce que le coût du travail n'a pas baissé en France, parce que les dépenses publiques n'ont pas baissé en France durant toute cette période. Mais c'est aussi pour ça qu'on a eu quelques problèmes supplémentaires. C'est-à-dire dans la mesure où les autres avaient baissé le coût du travail, ils sont devenus un petit peu plus compétitifs en termes de coûts que nous. Leur demande intérieure a fondu, donc les exportations françaises vers ces pays-là ont fortement diminué. L'Espagne, c'était un des pays vers lequel la France avait jusque-là le plus d'excédents extérieurs. Aujourd'hui, on est équilibré dans les échanges avec l'Espagne parce que les Espagnols, ils consomment plus rien, quoi. Bon, ils produisent un petit peu plus de bagnoles parce que le prix du travail a baissé un peu, mais c'est surtout parce qu'ils consomment plus rien. Donc oui, c'est vrai, tout ce qu'on dit, tout ce qui a été à la base du discours sur le pacte de responsabilité n'est pas faux, c'est-à-dire la situation du commerce extérieur français s'est un peu dégradée, la situation des marges des entreprises s'est dégradée parce que comme les autres avaient baissé leur coût du travail, les prix industriels ont baissé, et comme les Français n'avaient pas baissé leur coût du travail, les marges des entreprises françaises ont baissé. Simplement par rapport à cette situation, l'idée que le fait que la France s'engage à son tour, parce que c'est quand même ça le pacte de responsabilité, dans la spirale du moins-disant social où les autres l'ont précédé précédemment, enfin dans les années antérieures, puisse résoudre en quoi que ce soit le problème de la France et de l'Europe, c'est juste de la folie furieuse. Ça va simplement avoir comme conséquence, et c'est ce que disait déjà Daniel sur la mauvaise conjoncture française par rapport aux autres, ça va simplement avoir comme conséquence de mettre une pression plus forte sur la demande intérieure française, qui va à son tour se réduire et alimenter la faible activité au sein de la zone euro. Ça ne va rien régler ni pour la France ni pour l'Europe. Il faut bien mesurer en effet la nature de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Donc les économistes utilisent un terme pour décrire la politique qui est menée sur une zone donnée, c'est le policy mix, c'est-à-dire c'est l'alliance que forme la politique budgétaire d'une part des États et d'autre part la politique monétaire. On a un policy mix de fou en Europe actuellement. Donc on a un policy mix qui consiste à avoir une politique monétaire qui est extrêmement laxiste, où la Banque centrale subventionne sur fonds publics, parce que c'est de ça dont il s'agit, les banquiers et les spéculateurs, en leur prêtant de l'argent en dessous du niveau de l'inflation, même si aujourd'hui il est quasiment nul, en leur prêtant des grandes sommes d'argent pour
très peu cher à des termes très longs, etc. Donc on subventionne les banquiers et les spéculateurs qui nous ont emmenés dans le mur, pendant qu'on demande aux gens ordinaires de serrer très fort la ceinture, parce que partout, on mène des politiques d'ajustement budgétaire en augmentant les impôts en même temps qu'on baisse les dépenses. Donc c'est totalement invendable socialement et politiquement, et malheureusement, il ne faut pas s'étonner que ça nourrisse les mouvements europhobes, eurosceptiques, etc., partout, pas seulement en France, mais ailleurs. Mais c'est aussi totalement inefficace sur le plan économique, Daniel a commencé à le dire. L'argent est disponible, il n'est pas cher. Beaucoup de gens parmi vous pensent peut-être, enfin sont d'accord avec un discours qui est souvent tenu à gauche sur le thème le problème, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. Non, ça c'est du pipeau. Aujourd'hui, le coût du capital, il est nul. Il n'a jamais été aussi peu cher dans l'histoire. Le problème, c'est pas que le capital il est trop cher ou il n'est pas disponible. Il est extrêmement disponible, mais simplement, comme on demande aux gens ordinaires de serrer la ceinture, ils ne consomment pas. Comme on réduit les dépenses publiques, et en particulier la protection sociale, ils se disent « Ouh là là, quand je vais être malade, je vais être moins remboursé. Quand je vais être à la retraite, je vais avoir une toute petite retraite. Quand mon gamin va aller à l'université, ça va coûter vachement cher. » Et donc, ils mettent de l'argent de côté, en plus, davantage qu'avant. Donc, ça réduit encore plus la consommation et l'activité. Donc, les gens ne consomment pas, n'investissent pas, n'achètent pas de maison. Donc, les entreprises n'ont strictement aucune raison non plus d'investir et d'avoir recours à cet argent pas cher, massivement mis à leur disposition par les banques centrales. Et donc, du coup, cet argent, il sert à gonfler des bulles spéculatives. Alors, Daniel a été un peu prudent là-dessus. Je pense que c'est énorme ce qui est en train de se gonfler en termes de bulles spéculatives sur les marchés financiers et ça risque de péter très gravement. Je ne dirais pas à n'importe quel moment, mais à un moment donné, ça risque de péter très gravement. Ça a aussi comme résultat une histoire de fou, c'est-à-dire qu'on est dans une zone qui a un excédent extérieur de 200 milliards d'euros, plus de 200 milliards d'euros, ça fait 2% du PIB de la zone euro, on exporte plus qu'on importe. Ça veut dire qu'on pourrait consommer et investir en Europe 2% de plus sans que ça pose strictement aucun problème de financement de nos économies. Et dans le moment où on a ces excédents extérieurs massifs, pas simplement de l'Allemagne, de l'ensemble de la zone euro, c'est vrai que c'est surtout des excédents allemands, mais au niveau de l'ensemble de la zone euro, ça se traduit par ça. Pendant qu'on a ces excédents extérieurs massifs, on fait une politique qui vise à faire baisser le taux de l'euro par rapport aux autres monnaies pour exporter davantage hors de la zone euro. Ce que je ne comprends pas, c'est que les autres, les Américains, les Chinois, etc., ne soient pas plus agressifs vis-à-vis de nous, de mener une politique aussi non coopérative vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de l'économie mondiale. Donc tout ça, pour vous dire donc, que je partage tout à fait le point de vue qui est très négatif sur les politiques qui sont menées. Alors c'est vrai que aujourd'hui, ça va moins mal pour des raisons essentiellement extérieures. Je pense qu'il y a un peu une illusion sur le plan politique de penser que le fait que ça aille moins mal, il n'est pas exclu. Si Xavier Timbaud avait été là, il l'aurait dit probablement que la courbe du chômage commence à s'inverser dès cette année. Mais je pense que c'est une illusion totale de penser que ça sauvera politiquement la gauche, même si c'est dû à des causes extérieures, etc. Je pense que c'est beaucoup dans les périodes de reprise que, en particulier, les revendications sont plus vives, les tensions sociales sont plus vives, et mener dans un contexte comme celui-là, la politique budgétaire en particulier que le gouvernement français va être obligé de mener compte tenu du fait qu'il continue à vouloir donner encore plus d'argent aux entreprises et que donc il est obligé de réduire ses dépenses, mener la politique budgétaire qu'il va être obligé de mener pour 2016-2017, ça va être au contraire une politique qui passera beaucoup plus mal politiquement et socialement que dans un contexte où ça aurait été plus difficile sur le plan de la conjoncture économique. Ça aurait été stupide de mener une politique de restriction budgétaire dans une conjoncture plus difficile encore qu'aujourd'hui, mais je pense que ça, paradoxalement, ça passait mieux socialement et politiquement que ça va passer. Donc je ne crois pas du tout qu'on soit sorti de l'auberge, et c'est vrai que Marie-Noëlle m'interrogeait sur la question de l'Europe. C'est vrai qu'une de mes déceptions principales par rapport à la présidence Hollande, c'est pas tellement la finance. J'ai jamais tellement cru au discours du Bourget sur la finance, etc. J'ai toujours mis ça sur le compte de la démagogie électoraliste. Mais par contre, c'est sur le plan de l'Europe
et de la politique européenne que là j'ai été très déçu, parce que c'est vrai que pour moi François Hollande c'était pas seulement le président du Conseil général de Corrèze, mais c'était aussi un disciple de Jacques Delors et qui avait une conscience et des projets, des idées sur l'Europe. Et c'est vrai que là-dessus, c'est ma principale déception, et c'est une déception qui ne s'est pas améliorée depuis janvier dernier, notamment sur la manière dont la France traite l'affaire grecque. Laisse en gros la droite européenne écraser Syriza, ce qui devrait achever de se faire cette semaine. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été loupées, et c'est vrai que si on peut essayer de peser pour que ce le soit moins. Alors, simplement, comment ça peut l'être moins? J'ai déjà été assez long, mais je vais juste rajouter 2 points. Je pense que ça peut l'être moins essentiellement autour d'une question qui a déjà été évoquée par Daniel, et sur laquelle je pense Bernard Perret reviendra encore plus lourdement, c'est sur la question de la transition énergétique et de la conversion écologique de nos économies. Si vous voulez, je ne pense pas du tout que l'Europe n'a pas de problème structurel par rapport aux États-Unis. Donc on a moins d'endettement des ménages, on a même moins d'endettement public, on a des infrastructures qui sont en meilleur état, le fait qu'on ait une protection sociale plus développée est plutôt un atout qu'un handicap pour nous, etc. On a un vrai handicap structurel par rapport à tout le reste du monde, c'est qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, et parce qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, on est celle qui a le moins d'énergie fossile sur son territoire et le moins de matières premières sur son territoire. Alors là, tout de suite, quand le pétrole est pas cher, ça nous va bien, mais dès que l'économie mondiale va repartir, les matières premières vont repartir et le pétrole va repartir, et ceux qui sont c'est nous. La crise actuelle est déjà, et la crise européenne en particulier, est déjà dans une mesure non négligeable, une crise écologique. Avant même que Lehman Brothers ne s'effondre au printemps 2008, l'économie française était en récession au printemps 2008 parce que les prix du pétrole étaient chers et parce que les prix des produits agricoles avaient monté parce qu'on faisait de l'éthanol avec du maïs au lieu de le manger. Et ça va se reproduire dans un futur proche. La question de la transition énergétique, c'est pas simplement trouver un moyen pour relancer l'économie européenne, c'est pas simplement trouver un moyen pour être gentil avec nos arrière-petits-enfants et laisser un petit peu de pétrole aux gens du Sud pour qu'ils se développent eux aussi. C'est aussi et d'abord une question ici et maintenant, si on n'est pas capable d'accélérer la transition énergétique malgré tous les problèmes de finances publiques qu'on a, on s'en sortira jamais en Europe durablement. Donc il faut réussir à l'accélérer. Or, ce qu'on a fait depuis 2 ans, c'est qu'on l'a freiné, enfin depuis 4 ans, c'est qu'on l'a freiné du fait des politiques budgétaires qu'ils ont menées. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait relancer au niveau européen, notamment parce que les Allemands sont plus écolos que nous et qui pourraient accepter de faire des choses dans ces domaines-là. Ça consisterait essentiellement à porter le plan Juncker de 300 à 1000 milliards d'euros et de mettre plus d'argent public derrière et de le centrer plus sur ces questions-là en particulier. Mais donc ça, c'est un point. Le deuxième point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est sur la question du chômage. Là, il y a les élections britanniques, donc les Anglais sont redevenus un modèle enviable parce qu'ils ont plus de croissance que nous, moins de chômage, etc. Il n'y a aucun doute à ce que si vous supprimez l'assurance chômage, si vous réduisez la protection sociale, si vous faites du workfare, c'est-à-dire si vous obligez les chômeurs à travailler, vous pouvez réduire le chômage. En Union soviétique, il n'y avait pas de chômage parce que l'État assignait à chacun une place. Donc le workfare, c'est ça. On peut faire ça aussi en Europe. Les libéraux sont très soviétiques sur ce plan-là. On peut aller dans cette direction-là. Et d'autre part, dans les pays du Sud, dans les pays d'Afrique subsaharienne, vous n'avez pas de chômage parce que, comme il n'y a pas de protection sociale, chacun est obligé de toute façon de trouver un petit boulot, de vendre des cigarettes à l'unité, de porter de l'eau, etc. pour survivre. Donc si on veut aller dans ce sens-là, on peut réduire le chômage. Et c'est vraiment ce qu'ont fait les Britanniques depuis 4 ans jusqu'ici. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est la seule chose qui soit vraiment développée au Royaume-Uni, c'est les travailleurs indépendants, c'est-à-dire c'est les auto-entrepreneurs qui gagnent aussi peu de sous que chez nous, mais qui effectivement sont plus dans les statistiques du chômage. Donc si on veut aller dans ce sens-là,
et c'est quand même avec beaucoup de limites, plutôt la direction dans laquelle le gouvernement cherche aujourd'hui, on peut réduire le chômage, il n'y a pas de doute. Mais je ne pense pas que le système social qu'on construit soit très enviable et qui nous fasse gagner les élections par la suite. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il faut, par contre, je pense, relancer la question de la réduction du temps de travail. C'est un combat historique de la gauche qu'elle a porté avec succès sur le plan social et économique avec les 35 heures, malgré tout ce qu'on en dit. C'est vrai que ça a été coûteux politiquement, mais ça a été coûteux politiquement pour une raison assez simple à comprendre, c'est que c'est une politique de solidarité. Donc vous faites des heureux, les gens qui retrouvent du boulot, mais vous faites des malheureux parce que ceux qui avaient déjà un boulot doivent faire quelques sacrifices pour ça. Et il y a plus de gens malheureux que de gens heureux, et même les gens heureux se rendent plus compte, après 6 mois qu'ils aient trouvé un boulot, ils se mettent à pleurer avec les autres sur le salaire qui est bloqué, la productivité qui est trop élevée, etc. Donc oui, c'est très difficile à vendre politiquement, mais il faut le faire. Et je pense qu'il faut le faire autrement que ce qui a été fait. C'est-à-dire que c'est plus une question de durée hebdomadaire du travail. Je pense que les 32 heures, les 4 jours, j'y crois pas trop. Ça reste dans la logique hebdomadaire, c'est sur une durée plus longue. Mais si on fait des trucs du genre 6 mois de congé sabbatique rémunérés tous les 5 ans ou 1 an de congé sabbatique rémunéré tous les 10 ans, ça fait aussi 10% de réduction du temps de travail. Ça a le même effet sur l'emploi et je pense que ça répond mieux à une demande sociale. Si vous voulez, moi je suis d'accord pour partir plus tard en retraite, puisqu'on vit plus longtemps, à condition qu'on ait le droit de prendre la retraite pendant qu'on travaille. C'est-à-dire à condition qu'on ait le droit de faire le tour du monde avant d'être en chaise roulante ou de se former pour faire autre chose, etc., etc. Je pense que ça, c'est des choses qui seraient vendables. C'est pas beaucoup plus facile à organiser ni à financer que les 35 heures, mais ça correspond mieux à une demande sociale et il faudrait relancer les choses comme ça. Voilà. Bon, ben voilà, des pistes importantes à court ou moyen terme. Finalement, il y a 2 grands enjeux qui vont rebondir dans notre table ronde que tu as citée. Le premier enjeu, c'est effectivement emploi, le modèle social. Hein. Et puis l'autre enjeu, c'est l'évolution de la transition énergétique et la transition écologique. Donc on va peut-être demander à Sophie de bien vouloir nous parler plutôt du versus social. Je voudrais dire un petit mot, moi, politiquement, par rapport à ça. C'est que je vois bien ce qui se profile à l'horizon, parce que dans les débats que nous avons au sein de la gauche, et on l'entend, oui, on va avoir une certaine stabilisation, une inversion de la courbe du chômage. Donc, la conjoncture va être meilleure, donc la conjoncture politique sera meilleure. Donc, au-delà de ce qu'a dit Guillaume, il ne faut quand même pas oublier que les chiffres du chômage ne disent pas beaucoup le vécu des gens. Parce que vous pouvez avoir une amélioration des chiffres du chômage qui sont massivement liés par de la précarité dans l'emploi. Or, pour qu'il y ait un ressenti, il faut d'abord qu'il y ait un sentiment que le chômage a régressé de manière significative et durable, que ce n'est pas un coût momentané, et deuxièmement, qu'en termes de pouvoir d'achat, de conditions de vie, de rapport au travail, il y a au moins une partie des gens qui voient une amélioration réelle. Et moi, je suis toujours frappée du décalage entre ce qu'on annonce comme des statistiques macroéconomiques ou de statistiques moyennes du chômage et le ressenti des gens quand on fait du porte-à-porte ou quand on mène des débats politiques. Parce que les statistiques ne disent pas, la plupart du temps, les conditions objectives de vie des gens. Hein. Et j'ai vu des périodes où les taux de chômage baissaient et où les gens ne voyaient pas une amélioration réelle de leur situation. Donc je dis, faisons très attention. Alors évidemment, il vaut mieux que ce soit ça que l'inverse. Hein. Quand les chiffres se détériorent, ça va encore pire. Mais cette croyance que la courbe du chômage, les statistiques du chômage révèlent une amélioration observable par les citoyens me paraît très, très, très aléatoire. Voilà, mais bon, oui. La parole est plutôt aux syndicalistes. Juste un mot, pardon, non pas pour vous retirer la parole, parce que c'est vrai, mais certains m'ont peut-être vu manipuler ça sans arrêt. Ne croyez pas que je me conduis comme un ancien président de la République avec le pape, je n'ai pas cette ambition. Simplement, on m'a demandé de tweeter, donc voilà, c'est ce que je fais le plus souvent possible. Donc pardon de donner le sentiment de ne pas m'insérer à ce qui se dit, c'est tout le contraire.